Le 6 avril 1945, à 15h20, un marin nommé Katsumoto Sato se tenait sur le pont principal du plus grand cuirassé jamais construit et regardait vers le sud en direction d'Okinawa. Il avait 19 ans. Il était originaire de Niigata, une ville portuaire sur la mer du Japon, où son père réparait des filets de pêche et sa mère tenait une petite maison avec un plaque minier dans la cour. Il n'avait jamais combattu. Il avait été affecté au Yamato 6 semaines plus tôt en tant que matelot de contrôle des avaries, ce qui signifiait que sa mission, si le navire était touché, était de sceller les cloisons étanches, de faire fonctionner les pompes et de maintenir le bâtiment en vie suffisamment longtemps pour accomplir sa mission. Il ne savait pas, parce que personne ne le lui avait dit, que la mission consistait à échouer le navire sur les côtes d'Okinawa et à utiliser ses 9 canons de la batterie principale comme position d'artillerie côtière, jusqu'à ce que les forces américaines la submergent et tuent tous les hommes à bord. Il ne savait pas que les amiraux qui avaient planifié l'opération avaient déjà calculé le taux de perte et l'avaient accepté. Il ne savait pas qu'aucun carburant n'avait été chargé pour le voyage de retour, parce qu'aucun voyage de retour n'avait été prévu. Ce qu'il savait, debout sur ce pont, dans le vent froid d'avril, avec l'odeur du diesel et du sel marin, et le léger goût métallique du système de ventilation au fond de la gorge, c'est que le navire se dirigeait vers le sud. Et il savait, comme les jeunes hommes en temps de guerre savent des choses qu'ils ne peuvent pas mettre en mots, qu'ils ne reverraient pas Niigata. Ce pressentiment était l'un des renseignements les plus précis dont disposait quiconque à bord de ce navire cet après-midi-là. Le Yamato n'était pas simplement un cuirassé. C'était une déclaration, un monument, un argument formulé en acier sur ce que le Japon croyait pouvoir accomplir lorsqu'il choisissait de construire quelque chose sans limite ni concession. Sa quille avait été posée en 1937 à l'arsenal naval de Kure, dans une cale sèche qui avait dû être allongée et approfondie spécifiquement pour s'adapter à ses dimensions. Sa construction avait été menée dans un tel secret que les ouvriers qui le construisaient n'avaient pas le droit de parler à quiconque en dehors de leur division spécifique de ce sur quoi ils travaillaient. Des écrans de toile et des barrières en bois avaient été érigés autour de toute la cale sèche pour empêcher toute observation depuis les collines environnantes. Les attachés navals étrangers à Tokyo rédigeaient des rapports sur des rumeurs d'un gigantesque navire de guerre en construction, mais les chiffres qui circulèrent dans les cercles diplomatiques semblaient trop grands pour être crédibles. Aussi les attachés les minimisaient-ils, ils n'auraient pas dû. Lorsque le Yamato fut mis en service en décembre 1941, 4 jours avant Pearl Harbor, il déplaçait 72 000 tonnes en pleine charge. À titre de comparaison, les plus grands cuirassés américains de cette époque déplaçaient environ 45 000 tonnes. Il mesurait 263 mètres de long. Il nécessitait un équipage de plus de 3 300 hommes pour fonctionner. Ces 9 canons de batterie principale étaient les plus grands canons navals jamais montés sur un navire de guerre. Des canons de 46 cm, capables de projeter un obus pesant, autant qu'une Volkswagen Beetle chargée sur une distance de 45 km. Sa ceinture de blindage atteignait en son point le plus épais 410 mm. Ses concepteurs avaient calculé qu'il pouvait absorber 20 impacts de torpilles avant de couler. Ils se trompèrent sur ce chiffre, mais l'erreur ne portait pas sur le nombre lui-même, elle portait sur la direction. Ils avaient calculé pour les torpilles de 1937. En avril 1945, les Américains utilisèrent quelque chose de considérablement plus convaincant. Il avait coûté, dans la monnaie de 1940, l'équivalent de près d'1 demi-milliard de dollars américains. Il avait consommé de l'acier qui aurait pu construire 10 destroyers, du charbon qui aurait pu alimenter en énergie une ville de taille moyenne pendant 1 an, une main-d'œuvre technique qui aurait pu construire des hôpitaux et des routes à travers les îles de la métropole. Il avait absorbé la vie professionnelle d'ingénieurs, d'architectes et d'architectes navals qui avaient passé des années à concevoir des composants qui ne seraient jamais réutilisés, parce que rien de construit avant ou depuis n'en avait besoin. Et il avait été construit, avec tout ce coût et toute cette ambition, pour mener une guerre qui avait déjà changé avant qu'il soit terminé. Pour comprendre ce qu'il représentait, il faut comprendre d'où il venait. Et cette histoire commence non pas à Kure, mais à Washington, D.C., dans une salle de conférence en 1922, où les grandes puissances navales du monde s'assirent pour s'entendre sur un ensemble de limites que la marine du Japon passerait la décennie suivante à considérer comme une blessure nécessitant une réponse. Le traité naval de Washington était, du point de vue des négociateurs américains et britanniques, un accord raisonnable de contrôle des armements.
il établissait des ratios de tonnage pour les principales marines et plafonnait la taille des navires de guerre individuels à 35 000 tonnes et le calibre des canons à 40 cm. Du point de vue de la marine impériale japonaise, c'était tout autre chose. Le Japon se voyait attribuer un ratio de 3 navires capitaux pour 5 Américains et 5 Britanniques. Un ratio qui inscrivait dans le droit international la présomption que le Japon était une puissance navale secondaire. La marine qui avait anéanti la flotte du Pacifique russe à Tsushima en 1905, qui avait fait du Japon une puissance mondiale reconnue du jour au lendemain, se voyait dire par un traité formel qu'elle serait toujours plus petite que ses rivales. L'humiliation était à la fois réelle et stratégique. Réelle parce qu'elle était ressentie comme une insulte directe par des hommes qui avaient construit leur carrière sur le principe de l'égalité navale du Japon, avec n'importe quelle puissance sur Terre. Stratégique, parce que dans une guerre navale d'attrition prolongée contre les Américains, une flotte définitivement limitée à 60% de la puissance américaine ne pouvait pas gagner en jouant un jeu d'égal à égal. Elle devrait gagner en jouant un jeu entièrement différent. La réponse du Japon, développée discrètement au cours de la décennie suivante dans les bureaux de planification de l'état-major général naval, fut de recadrer le problème. Si le Japon ne pouvait pas avoir plus de navires, le Japon construirait des navires individuellement supérieurs par des marges que l'avantage numérique des Américains ne pourrait pas surmonter. Un seul cuirassé japonais capable de surpasser simultanément 2 cuirassés américains emportés, en puissance de feu et en résistance, neutraliserait effectivement le désavantage du traité. Les mathématiques de cette idée nécessitaient un canon d'au moins 46 cm, un déplacement bien supérieur à 35 000 tonnes et un dispositif de blindage interdit par le traité. Le Japon s'était retiré du système des traités en 1934. Les travaux de conception qui allaient devenir le Yamato étaient déjà en cours depuis des années. L'architecte en chef était un architecte naval nommé Keiji Fukuda, et ce qu'on lui demandait de construire était quelque chose qui n'avait aucun précédent dans l'histoire de la construction navale. Le défi ne consistait pas simplement à construire un grand navire. Le défi consistait à construire un navire plus grand que tout ce qui flottait, tout en étant plus rapide, mieux blindé et plus solide structurellement que des navires d'une fraction de sa taille, sans dépasser la capacité des cales sèches et des ports japonais. Fukuda et son équipe passèrent des années sur les seuls calculs structurels, déterminant comment répartir le poids des tourelles de la batterie principale, dont chacune pesait plus qu'un destroyer typique, sur une coque qui devait rester cohérente lorsque ses canons tiraient à élévation maximale. Une bordée complète de la batterie principale du Yamato produisait une force de percussion qui aurait détruit une coque conventionnelle. Fukuda inventa en quelque sorte le génie structurel nécessaire pour absorber et dissiper cette force. L'acier de son blindage devait être produit spécialement dans des procédés de fabrication développés spécifiquement pour ce projet. Les tubes des canons, les plus grands jamais coulés au Japon, nécessitaient leur propre chaîne de fabrication. Lorsqu'il fut lancé en août 1940 et transféré à son poste d'armement, la réaction des ouvriers qui le virent pour la première fois fut décrite par les témoins présents comme quelque chose entre l'émerveillement et l'incrédulité. Il était simplement plus grand que tout ce que quiconque avait vu. Pas plus grand de la façon dont les navires grandissent progressivement d'une classe à l'autre. Plus grand d'une façon qui changeait le sentiment de ce qui était physiquement possible. Pour comprendre pourquoi il fut envoyé vers le sud sans carburant pour le voyage de retour, il faut comprendre ce qui était arrivé au Japon entre décembre 1941 et cet après-midi d'avril. La leçon avait été disponible depuis novembre 1940, lorsque des bombardiers torpilleurs Swordfish britanniques décollant d'un seul porte-avions avaient neutralisé 3 cuirassés italiens dans le port de Tarrant en une seule attaque nocturne. Elle avait été soulignée à Pearl Harbor en décembre 1941, lorsque des avions de porte-avions japonais avaient neutralisé la ligne de cuirassés américaine en 90 minutes. Et elle avait été écrite en lettres, assez grandes pour être lue de l'autre côté d'un océan à Midway, en juin 1942, lorsque 4 porte-avions de flotte japonais avaient été coulés en un seul après-midi par des bombardiers en piqué américains. Le porte-avions n'avait pas simplement rejoint le cuirassé sur la liste des navires capitaux, il l'avait remplacé. Et le Japon l'avait compris trop tard pour faire autre chose que de continuer à construire des cuirassés de toute façon, parce que l'alternative était d'admettre que la dernière décennie de sacrifice national avait visé la mauvaise cible. Le Yamato avait été à Midway. Il se trouvait à 300 km derrière la force d'attaque des porte-avions, trop grand
et trop lent pour opérer avec les groupes de porte-avions rapides, ne contribuant à rien. La bataille se termina avant que ses canons de batterie principale ne tirent un seul coup au combat. Il rentra au Japon avec ses munitions intactes, tandis que la force de porte-avions japonaise, la force qui avait fait du Japon la puissance navale dominante dans le Pacifique, avait cessé d'exister. Après Midway, la logique stratégique de l'existence du Yamato commença à se dissoudre. Il devait s'approcher à moins de 45 km pour utiliser sa batterie principale. Les avions de porte-avions américains pouvaient le frapper à 300 km. Chaque scénario dans lequel le Yamato pouvait amener ses canons à portée nécessitait d'abord de survivre à une approche à travers un couloir d'attaque aérienne que la puissance déclinante des chasseurs japonais ne pouvait plus garantir de défendre. Il était le combattant de surface le plus puissant de l'histoire humaine, et le combat de surface n'était plus la façon dont la guerre du Pacifique se décidait. Il eut un véritable moment opérationnel, un après-midi où le Yamato s'approcha de l'accomplissement de la mission pour laquelle il avait été construit. Ce fut en octobre 1944, lors de la bataille du golfe de Leyte, la plus grande bataille navale de l'histoire par le nombre de navires et d'hommes impliqués. Et ce qui se passa là-bas vous dit presque tout ce que vous devez savoir sur l'écart entre la puissance théorique du Yamato et la réalité de la guerre qu'il menait. L'invasion américaine des Philippines avait commencé en octobre 1944, et la réponse japonaise, l'opération Shogo, était un plan désespéré et élaboré pour détruire la flotte américaine soutenant le débarquement. Le Yamato était la pièce maîtresse de la force centrale. La force centrale fut détectée dans la mer de Sibuyan par des avions américains le 24 octobre et soumise à des attaques aériennes toute la journée qui se concentrèrent sur le navire jumeau du Yamato, le Musashi. Le Musashi absorba 19 impacts de torpilles et 17 impacts de bombes avant que ces inondations ne submergent les équipes de contrôle des avaries et qu'il ne chavire dans l'après-midi, emportant plus de 1000 hommes avec lui. Le Yamato prit 2 impacts de bombes et géra les avaries dans les paramètres. Mais le commandant de la force centrale, le vice-amiral Takeo Kurita, fit temporairement demi-tour. Les commandants américains interprétèrent le demi-tour comme une retraite. Ce n'était pas le cas. Des heures plus tard, Kurita fit à nouveau demi-tour et franchit le détroit de San Bernardino de nuit, débouchant dans la mer des Philippines le matin du 25 octobre, avec le Yamato encore largement intact. Et là, à l'aube au large de l'île de Samar, il trouva quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Pas les porte-avions de flotte rapide qu'on lui avait dit d'attendre. Ce que Kurita trouva était un groupe de porte-avions d'escorte, des petits porte-avions lents et légèrement armés, utilisés pour le soutien aérien rapproché, protégés par un écran de 3 destroyers et 4 escorteurs de destroyers. Taffy 3, environ 7000 marins américains, dont la plupart étaient de jeunes hommes qui avaient rejoint la marine en s'attendant à soutenir des débarquements et non à combattre des engagements de surface contre des cuirassés. La batterie principale du Yamato chargea ses premiers obus réels contre une cible de surface. Ce qui se passa au cours des 3 heures suivantes est parmi les actions de petites unités les plus extraordinaires de l'histoire navale. Et il est étudié non pas principalement à cause de ce que fit le Yamato, mais à cause de ce que firent les destroyers américains lorsqu'ils comprirent ce qui se trouvait entre eux et les hommes qu'ils couvraient. Les destroyers étaient le Johnston, le Howell et le Herman. Chacun déplaçait environ 2050 tonnes. Ils étaient armés de canons de 127 mm et de torpilles. Ils n'étaient pas construits pour combattre des cuirassés. Les obus de 46 cm du Yamato pesaient chacun 1460 kg. La charge explosive totale d'une bordée de 127 mm représentait une fraction d'un seul obus du Yamato. Le commandant Ernest Evans, commandant du Johnston, ordonna à son navire la vitesse maximale et tourna directement vers la flotte japonaise. C'était un citoyen cherokee de l'Oklahoma, âgé de 36 ans. Il avait lui-même mis en service le Johnston et avait dit à son équipage lors de la cérémonie de mise en service qu'il se trouverait dans une partie de l'océan où il pourrait être appelé à combattre une force bien plus puissante que la leur, et que si cela arrivait, ils feraient leur devoir. Il se tourna vers le Yamato et commença sa course d'attaque à vitesse maximale, réduisant la distance aussi vite que les moteurs du navire le permettaient, parce que réduire la distance était la seule chose qui rendait les torpilles utiles, et les torpilles étaient la seule arme du Johnston qui pouvait traverser le blindage du Yamato. La mer autour du Johnston jaillissait en énormes geysers colorés provenant des obus japonais, chaque colonne s'élevant au-dessus de la hauteur du mât du destroyer et retombant sur le pont en murs d'écume. Eau verte, eau jaune, eau rouge, les marques de colorants que les navires japonais utilisaient
pour identifier leurs propres impacts et ajuster la portée. Le Johnston tira ses torpilles et tourna à l'intérieur des obus qui tombaient et commença à faire de la fumée et continua à tirer ses canons de 127 mm sur les croiseurs japonais. Le Yamato vira brusquement pour éviter les torpilles entrantes, le mettant hors de position par rapport au porte-avions d'escorte pendant plusieurs minutes critiques. Ces minutes étaient ce qu'Evans achetait avec son navire et son équipage. Le Hoel mena sa propre attaque à la torpille directement sur le Yamato. Le Heermann passa si près du cuirassé que les marins japonais sur le pont pouvaient voir l'équipage américain à leur poste de canon. Les 4 escorteurs de destroyers, plus petits et encore plus légèrement armés que les destroyers, pressèrent leurs propres attaques aux côtés, tirant canons et torpilles à des portées auxquelles ils n'étaient pas conçus pour tirer, faisant tout ce qui pouvait être fait avec ce qu'ils avaient. Puis le Johnston fut touché. 3 obus de la batterie principale d'un cuirassé japonais le frappèrent en rapide succession. Les impacts détruisirent l'arme sa salle des machines, réduisirent sa vitesse et tuèrent des hommes dans les espaces où les impacts se produisirent. Il était partiellement désactivé dans une mer entourée de navires de guerre japonais qui continuaient à tirer sur lui. Le Johnston continua à tirer. Il manœuvra sur un moteur. Il tira ses munitions restantes sur les navires japonais les plus proches. Il fit de la fumée. Il continua à faire tout ce qu'un navire avec un seul moteur et une installation de propulsion brisée et des hommes morts sur ses ponts pouvaient faire, ce qui était considérablement plus que la situation ne semblait possible, parce que les hommes à bord continuaient de choisir de le faire. Il prit en tout 15 impacts ou plus avant de couler, tirant encore son équipage toujours à ses postes. Le commandant Evans fut vu pour la dernière fois dans l'eau, grièvement blessé, dirigeant les survivants de son équipage vers des radeaux de sauvetage avant de disparaître. Il ne fut jamais retrouvé. Il reçut la médaille d'honneur à titre posthume. Et Kurita, commandant la force de surface la plus puissante que le Japon avait assemblée en 2 ans, face à une poignée de destroyers et de porte-avions d'escorte, fit demi-tour sans achever son attaque. Ses raisons ont été débattues pendant 80 ans. Il avait subi des attaques aériennes soutenues pendant 24 heures. Il avait perdu le Musashi la veille. Il avait reçu des renseignements inexacts sur la puissance des forces américaines dans la zone. Il était épuisé de la façon dont un homme qui a été sous une menace soutenue pendant une journée entière sans sommeil suffisant est épuisé, ce qui affecte le jugement d'une manière difficile à documenter et facile à comprendre. Quelle qu'en soit la raison, il vira vers le nord et finalement se retira. Le Yamato avait tiré sa batterie principale au combat pour la seule fois de son histoire opérationnelle, et le résultat fut un retrait que la marine japonaise analyserait et regretterait pour le reste de la guerre. Après le golfe de Leyte, il ne restait plus aucun contexte dans lequel le Yamato pouvait fonctionner comme l'arme pour laquelle il avait été conçu. La marine américaine contrôlait le Pacifique. La puissance aérienne des porte-avions américains pouvait frapper n'importe où dans des milliers de kilomètres. Le Yamato rentra au Japon et passa l'hiver à Kure, le plus grand et le plus puissant navire de surface restant au Japon, à l'ancre sans nulle part où aller, que les avions ne pourraient pas le trouver en premier. Durant ces mois d'hiver, des hommes arrivèrent pour remplacer les victimes et furent affectés au navire comme les hommes sont affectés au navire en temps de guerre, sans beaucoup de cérémonies et sans beaucoup d'informations sur ce à quoi ils se joignaient. Katsumoto Sato arriva en février 1945. Il fut affecté à la division de contrôle des avaries et commença à apprendre la disposition d'un navire si grand que les nouveaux membres d'équipage se perdèrent régulièrement dans ses couloirs intérieurs pendant la première semaine. Il apprit le système de pompes et de vannes et de portes étanches qui constituait la défense du navire contre les inondations. Il apprit les emplacements des connexions d'alimentation de secours et des postes de secours. Il apprit les noms des hommes avec lesquels il travaillait côte à côte. Il apprit quels sous-officiers étaient pointilleux sur la façon dont les journaux de pompe étaient tenus et lequel était plus détendu sur la paperasse et exigeant sur l'entretien des équipements à la place. Il apprit, comme les jeunes hommes apprennent toujours ces choses, la texture particulière de la vie à bord de ce navire spécifique, les rythmes et les hiérarchies et les petites négociations quotidiennes qui constituent l'existence dans une communauté de 3000 personnes, sans possibilité de sortie et sans choix de compagnie. Il n'apprit pas que l'état-major des opérations planifiait déjà Tengo. Le plan arriva le 25 mars 1945. L'invasion américaine d'Okinawa, l'opération Iceberg, était prévue pour commencer le 1er avril. Okinawa était la dernière grande barrière insulaire avant les îles de la métropole japonaise. Si elle tombait, les bombardiers et les chasseurs américains disposeraient
d'une base de départ suffisamment proche du Japon pour soutenir une invasion terrestre. Le haut commandement japonais comprit, avec la clarté qui vient de n'avoir plus d'options stratégiques, qu'Okinawa était le dernier terrain qui méritait d'être défendu au prix maximum, et que la défendre nécessiterait tout ce que le Japon avait encore. Tengo était la réponse coordonnée sur 3 domaines. La composante terrestre était une défense conventionnelle construite autour de positions souterraines fortifiées, conçues pour infliger un maximum de pertes à l'avance américaine, en les forçant à dégager chaque position au corps à corps. La composante aérienne était l'offensive kamikaze la plus intensive de la guerre, des formations massives d'avions effectuant des missions à sens unique contre la flotte américaine. Et la composante navale était le Yamato, désigné comme une attaque spéciale, chargée avec suffisamment de carburant pour atteindre Okinawa et pas assez pour revenir. Le vice-amiral Seiichi Ito, commandant la force de surface à laquelle appartenait le Yamato, refusa initialement la mission. Il n'avait pas peur. C'était un officier de marine professionnel de longue expérience qui avait fait le calcul et compris ce qu'il montrait. Il dit à l'état-major général naval que la mission n'était pas un sacrifice stratégique, mais un sacrifice symbolique, et que la distinction importait parce que l'une de ces choses aide à gagner une guerre et l'autre non. Le Yamato serait repéré et coulé avant d'atteindre une portée de tir utile. Il le dit directement. Il fut mis en minorité. L'argument qui prévalut n'était pas tactique. Il était culturel, ce qui est souvent ainsi que les arguments militaires les plus déterminants sont tranchés. Comment, demanda l'état-major général naval, pouvait-il demander à des garçons de 18 et 19 ans de piloter leurs avions contre des navires de guerre américains, tandis que le plus grand cuirassé de la flotte restait au port? À quoi ressemblerait l'engagement du Japon? La question n'était pas militaire, elle était morale. Et dans le calcul moral de la marine impériale japonaise, au printemps 1945, les objections tactiques d'Ito n'avaient pas suffisamment de poids de l'autre côté de cette balance. Il accepta la mission et fit une demande, que les ordres ne la définissent pas explicitement comme une mission de mort, afin que les hommes y aillent en tant que marins, accomplissant un devoir plutôt qu'en tant qu'hommes invités à signer leur propre condamnation à mort à l'avance. La demande fut accordée. Les hommes furent informés qu'ils allaient à Okinawa pour soutenir la défense et engager la flotte d'invasion américaine. On ne leur parla pas du carburant. Certains d'entre eux le comprirent quand même. Le premier maître Mitsuru Yoshida, officier des transmissions qui serait l'un des 276 hommes à survivre au lendemain, écrivit à ce sujet dans son récit d'après-guerre. Il décrivit des conversations dans les fonds du navire, le soir du 5 avril, au cours desquelles des hommes parlaient obliquement de choses qui n'étaient pas dites directement. Un sous-officier d'Hiroshima qui demanda à un ami de se souvenir du nom d'une rue particulière. Un matelot mécanicien qui donna une montre qu'il portait depuis sa conscription et ne pouvait pas expliquer pourquoi. Un canonnier qui passa 2 heures à écrire dans un carnet, puis déchira tout ce qu'il avait écrit et ne pouvait pas non plus l'expliquer. Yoshida écrivit que le navire avait le sentiment, dans ces heures avant l'appareillage, non pas d'hommes se préparant à une opération difficile dont ils comptaient rentrer, mais d'hommes arrangeant les choses qu'ils ne pourraient pas arranger plus tard. La différence est une chose que les personnes qui n'ont jamais été dans cette situation pourraient trouver difficile à décrire, mais que les personnes qui ont été aux côtés de quelqu'un qui s'y trouvait reconnaissent immédiatement. Le Yamato appareilla du dépôt de carburant de Tokuyama le matin du 6 avril avec le croiseur léger Yahagi et 8 destroyers. Aucune couverture aérienne, parce que les forces aériennes japonaises avaient alloué leurs forces restantes entièrement à l'offensive kamikaze, et ne pouvaient pas se permettre de détacher des chasseurs pour une force de surface que le plan opérationnel prévoyait déjà d'attirer des attaques aériennes dans le cadre de sa fonction. La logique était circulaire et dévastatrice dans son honnêteté. Le Yamato survivrait assez longtemps pour atteindre Okinawa, parce que les avions américains seraient préoccupés à l'attaquer, et les avions américains seraient préoccupés à l'attaquer, parce qu'il valait la peine d'être attaqué. Ce qui arriverait après la première attaque aérienne soutenue n'était traité dans aucun détail qui importait aux hommes à bord. La flotte fut identifiée dans les heures qui suivirent le départ. Des sous-marins américains transmirent à sa position, son cap et sa vitesse au quartier général de la 5e flotte, avant que la force opérationnelle n'ait quitté les eaux côtières japonaises. L'amiral Raymond Spruance à Okinawa reçut le rapport de contact et comprit la situation avec la clarté qui vient du contrôle des variables pertinentes. Le Yamato venait vers lui. Il n'avait pas de couverture aérienne. Lui avait 386 avions embarqués sur porte-avions,
du carburant d'aviation en quantité illimitée et le luxe opérationnel de choisir quand et où attaquer. Il ordonna à sa force de porte-avions de préparer une attaque coordonnée et passa la nuit à réduire la distance. À bord du Yamato, cette nuit-là, le repas cérémoniel fut servi le soir. Du riz blanc et du tai, une dorade de mer, un aliment associé dans la tradition japonaise à la célébration et à la transition. La signification de cette seconde association n'échappa pas aux hommes qu'ils mangèrent. Des bandeaux hachimaki blancs avaient été distribués. Les hommes nettoyèrent leurs armes et leurs postes, avec le soin de personnes qui comprenaient que maintenir les standards était l'une des dernières choses qu'une personne peut contrôler lorsque des contrôles plus importants ont été supprimés. Certains hommes écrivirent à ça des lettres qu'ils savaient ne pas être envoyées parce qu'il n'y avait pas de service postal sur un navire qui ne prévoyait pas de revenir dans un port. Certaines de ces lettres ont survécu dans des collections familiales, trouvées dans des effets personnels retournés après la guerre, ou portées par des survivants à qui on avait demandé de les garder. Yoshida décrivit l'ambiance non pas comme de la terreur, et non pas comme du désespoir, mais comme une clarté spécifique. La clarté qui arrive lorsque toute l'incertitude a été résolue et que ce qui reste est simplement la chose qui doit être faite. Il revint sur cette description de nombreuses fois dans son récit d'après-guerre, la travaillant sous différents angles comme s'il essayait encore, des décennies plus tard, de déterminer si le langage était adéquat au sentiment, ou si le sentiment avait été quelque chose que le langage ne pouvait pas tout à fait saisir. Ce n'était pas une acceptation de la mort, au sens de la résignation à celle-ci. C'était une acceptation du devoir dans une situation où le devoir et la mort étaient devenus la même destination. La distinction importait pour lui, même s'il ne fut jamais capable de la résoudre pleinement en mots. Il écrivit qu'il avait réfléchi à cette distinction de nombreuses fois au cours des décennies suivantes et n'était pas sûr d'avoir jamais trouvé une formulation qui la saisisse pleinement. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est arrivé au Yamato sans comprendre le monde que son équipage habitait. Un monde dans lequel la question n'était pas de savoir s'il fallait se battre, mais comment se battre. Pas de savoir s'il fallait mourir, mais comment mourir d'une façon qui portait un sens. Ce n'est pas une critique, c'est une description. Les deux choses sont parfois confondues, et la confusion ne rend service à aucun des hommes décrits. À 6 heures du matin, le 7 avril, des avions de reconnaissance américains apparurent au-dessus de la force opérationnelle et commencèrent à tourner en altitude, transmettant des rapports de position au commandant de la force de porte-avions à intervalles réguliers. Les guetteurs japonais les observaient à travers leurs jumelles et comprenaient ce qu'ils voyaient. L'attaque viendrait lorsque la portée serait bonne, lorsque les avions auraient suffisamment de carburant pour atteindre la cible, lancer leurs armes et retourner à leur porte-avions avec une marge. Ce n'était pas un calcul compliqué. Les officiers du Yamato travaillaient le même calcul depuis que les avions de reconnaissance étaient apparus pour la première fois sur le radar. Il leur restait environ 4 heures. Durant ces 4 heures, le navire continua vers le sud à la meilleure vitesse que ses chaudières pouvaient soutenir. Les équipages des canons anti-aériens étaient à leur poste. Les équipes de contrôle des avaries étaient positionnées dans tout le navire. Les tourelles de la batterie principale étaient orientées vers l'extérieur. Le capitaine Kosaku Haruga arpentait la passerelle avec le calme délibéré d'un homme qui avait décidé, quelques heures plus tôt, de la relation exacte qu'il entendait maintenir avec les événements désormais en cours. Il parla à ses officiers. Il vérifia le tracé de navigation. Il n'exprima pas, selon ce qui fut consigné, de doute ou de regret. Ce qu'il exprima, c'était de l'attention, ce à quoi ressemble peut-être le commandement lorsqu'il a été réduit à l'essentiel et que rien d'autre ne reste. À 10 heures du matin, le radar signala les premiers avions américains se regroupant à la limite de la portée de détection. Les opérateurs donnèrent leur meilleur décompte à la passerelle, plus de 100 avions dans la première vague. Le total réel sur les 3 vagues d'attaque serait de 386 avions, organisés en attaques coordonnées conçues spécifiquement autour des caractéristiques défensives connues du Yamato. Le renseignement naval américain avait déterminé que sa défense anti-aérienne était redoutable lorsque les vecteurs d'attaque étaient limités, qu'il transportait 24 canons à double usage de 127 mm et plus de 150 armes automatiques plus légères, et que les directeurs de conduite de tir pouvaient se les concentrer efficacement contre des menaces provenant d'une direction prévisible. La solution était d'attaquer de toutes les directions simultanément, haut et bas au même moment, bâbord et tribord au même moment, avant et arrière au même moment. Aucun système de conduite de tir ne pouvait engager un hémisphère complet en même temps. Les mathématiques de la saturation exigeaient que certains avions passent, et les planificateurs américains
avaient structuré l'attaque pour maximiser leur nombre. Le Yamato ouvrit le feu à la portée maximale de l'artillerie anti-aérienne. Les armes plus légères créèrent un rideau de traçante et d'éclatement qui s'étendait sur des milliers de mètres. Ces canons de 127 mm tirèrent des obus à fusée de proximité qui éclataient en nuages de fumée noire, suffisamment grands pour endommager un avion léger, volant à travers le motif d'éclat. Ils projetaient plus d'acier dans l'air que tout autre navire seul dans cet océan. Ils le faisaient avec compétence et discipline, et le professionnalisme d'hommes qui s'étaient entraînés à ces postes pendant toute la durée de leur service. Ce n'était pas suffisant. Ce ne serait jamais suffisant. Non pas parce que les équipages japonais manquaient de compétences, de discipline ou de détermination. Ils avaient tout cela et l'utilisaient pleinement. Ce n'était pas suffisant parce que l'attaque avait été structurée spécifiquement pour dépasser la capacité de la défense, quelle que soit la qualité de son exécution. Les mathématiques de l'attaque étaient plus puissantes que les mathématiques de la défense, et aucune dose de courage n'allait changer cette arithmétique une fois que la structure de l'assaut avait été correctement conçue. Le premier impact de torpille frappa le côté bâbord à 12h37, puis un deuxième 30 secondes plus tard, un troisième dans la première minute. Le Yamato gîta immédiatement sur bâbord et les équipes de contrôle des avaries commencèrent leur travail. Dans le poste de contrôle des avaries à mi-navire, Katsumoto Sato entendit les détonations, non pas comme des explosions au sens conventionnel du terme, mais comme d'énormes impacts de concussion transmis à travers la structure en acier du navire. Puis les rapports d'inondation commencèrent à arriver sur les circuits internes et il commença à exécuter ses protocoles, fermant des vannes, lançant des séquences de démarrage des pompes, faisant les choses spécifiques que sa formation l'avait préparé à faire. Pendant environ 20 minutes, la procédure de contre-inondation ramena la gîte de 6 degrés à 3 degrés, et il y eut sur la passerelle quelque chose proche d'une satisfaction professionnelle. Les procédures AM fonctionnaient, le navire répondait. La deuxième vague d'avions arriva à 13h10. Ce que personne à bord ne pouvait voir depuis l'intérieur de la coque, c'était ce que les coordinateurs de la frappe américaine pouvaient voir depuis l'altitude, que les impacts de torpilles de la première vague n'avaient pas été distribués aléatoirement. Ils avaient été visés délibérément sur le côté bâbord, regroupés dans la même zone structurelle, avec l'intention de submerger le système de cloisonnement étanche en inondant des compartiments adjacents, plus vite que les pompes ne pouvaient égaliser la pression. Entre 12h37 et 14h, le Yamato prit 11 impacts de torpilles et 6 impacts de bombes. Les inondations étaient en cascade, au-delà de ce que les équipes de contrôle des avaries pouvaient traiter. La gîte, corrigée à 3 degrés à 13h, atteignit 15 degrés à 13h30 et continuait d'augmenter. À 14h, le capitaine Haruga ordonna l'inondation des salles des machines tribord, la dernière option importante de contre-inondation restante. Cela corrigerait la gîte temporairement. Cela réduirait également, en inondant délibérément de grands compartiments, la flottabilité globale du navire et accélérerait le délai vers le naufrage. C'était la mesure réservée à quand toutes les autres options étaient épuisées. À 14h02, la gîte atteignit 18 degrés. À cet angle, les tourelles de la batterie principale ne pouvaient plus s'orienter correctement parce que les paliers de barbettes n'étaient pas conçus pour fonctionner sous ce degré de charge latérale. Les 9 canons qui avaient défini l'objet du Yamato, qui avaient consommé une décennie d'ambition d'ingénierie pour être conçus et construits, qui avaient été l'argument en acier que le Japon avait avancé sur ce qu'il pouvait créer, ne pouvaient plus être visés. Il était toujours sous attaque. La troisième vague américaine arrivait. Le calendrier des frappes avait été planifié pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pause. À 14h05, la gîte atteignit 22 degrés. L'officier mécanicien rapporta à la passerelle que les inondations avaient dépassé le seuil de contrôlabilité. Les pompes étaient à la capacité maximale et perdaient du terrain. Les cloisons dans la section avant de la coque commençaient à se déformer sous la pression latérale de l'eau derrière elles. Lorsqu'elles céderaient, le taux d'inondation s'accélérerait au-delà de toute réponse concevable. Il donna cette évaluation au capitaine Haruga dans le langage direct d'un homme qui avait fait les calculs et n'avait trouvé aucune lecture alternative. Le commandant Jiro Nomura, le commandant en second, demanda l'autorisation de donner l'ordre d'abandonner le navire. Des hommes mouraient dans des compartiments qui s'inondaient sous le pont blindé. Le navire était au-delà du point où toute action de l'équipage pourrait changer l'issue. Le capitaine Haruga refusa. Il déclara que le Yamato se battrait jusqu'à ce qu'il coule. Il déclara que l'enseigne de combat resterait en tête de mât.
Il se lia ensuite, selon les témoignages des officiers présents sur la passerelle, au habitacle du compas. C'était un geste d'une tradition plus ancienne du commandement naval, le capitaine qui sombre avec son navire rendu littéral et délibéré dans les dernières minutes. Que ce fût du courage, ou de la cérémonie, ou une combinaison que le langage pour de tels moments n'accommode pas facilement n'est pas une question avec une réponse nette. À 14h17, une explosion interne catastrophique déchira la section avant du navire. Le mécanisme le plus probable était un impact de torpille, faisant exploser un magasin de la batterie principale avant. L'explosion était visible à plus de 160 km. Elle envoya une colonne de fumée et de feu à plus de 6 km dans le ciel. Un pilier si massif et si soudain que les pilotes américains tournant en rond à ce qu'ils calculaient être une altitude sécuritaire frémirent involontairement. La colonne resta visible pendant 30 minutes. Le Yamato roula sur bâbord, chavira et disparut. L'océan se referma sur lui en quelques secondes. Il avait subi une attaque aérienne soutenue pendant 1 heure et 40 minutes. Des 3332 hommes à bord, 3056 furent tués. Le Yahagi et 3 des 8 destroyers d'escorte furent également perdus. Les destroyers survivants récupérèrent 276 hommes dans les eaux couvertes de mazout dans les heures qui suivirent, les hissant par-dessus les bords depuis les débris flottants. La plupart des survivants se trouvaient sur les ponts ouverts lorsque le navire chavira et furent projetés à la mer. Les hommes dans les compartiments inférieurs n'avaient eu aucune issue. Les portes étanches qui étaient leur protection lorsque le navire se battait, devinrent leur confinement lorsqu'il se retourna. Beaucoup d'entre eux avaient scellé ces portes eux-mêmes, suivant les protocoles de contrôle des avaries qu'ils avaient été formés à exécuter, sans savoir que l'action serait permanente. Katsumoto Sato, le jeune homme de 19 ans de Niigata, ne faisait pas partie des 276 survivants. L'attaque avait coûté aux États-Unis 12 avions et 13 hommes. Lisez lentement cette comparaison et laissez ses dimensions se préciser. Le plus grand cuirassé jamais construit, transportant 3332 hommes, représentant l'ambition industrielle accumulée et l'identité stratégique de la marine impériale japonaise sur une décennie de construction, perdu en 100 minutes au prix pour la force attaquante de 12 avions et 13 vies. La symétrie n'est pas simplement une statistique, c'est le verdict de l'histoire sur la question de savoir si l'existence du Yamato avait été justifiée par le rôle qu'il pouvait réalistement jouer. Les survivants furent amenés à Sasebo, interrogés, et reçurent l'ordre de ne pas parler de ce dont ils avaient été témoins. La marine était préoccupée par l'effet sur le moral civil. L'ordre était largement inutile. La plupart des survivants constatèrent que l'expérience les avait placés au-delà de la parole ordinaire sur le sujet. Le fait de la destruction du Yamato, le fait de se tenir sur le pont du plus grand navire de guerre jamais construit, puis de se retrouver dans l'eau à l'endroit où ce navire avait été quelques secondes plus tôt, n'était pas une expérience qui se prêtait facilement à la structure d'une conversation ordinaire. Certains d'entre eux n'en parlèrent-elles pas pendant des années. Certains n'en parlèrent-ils pas du tout à leur famille. La nouvelle parvint aux îles de la métropole japonaise par des canaux officiels soigneusement gérés pour minimiser les détails. Le communiqué naval annonça qu'une force de surface avait engagé l'ennemi près d'Okinawa et avait subi des pertes. Il ne précisait pas que le Yamato avait été coulé. Il ne précisait pas le chiffre des pertes. Dans les quartiers et les villes où vivaient les familles de son équipage, la notification formelle arriva par télégramme dans les jours suivants. Votre fils, votre mari ou votre père est mort au service de l'Empire. Le télégramme ne disait pas où, il ne disait pas comment. Il ne disait pas que 3000 autres familles avaient reçu le même message dans la même semaine. Les familles apprirent progressivement la forme de ce qui s'était passé, grâce aux survivants qui rentrèrent dans leur district d'origine et parlèrent avec prudence de ce qu'ils avaient vu, grâce à d'autres familles navales comparant des informations au cours des mois suivants. Ce qu'ils apprirent restait généralement exact dans ces grandes lignes et incomplet dans les détails spécifiques dont les familles ont le plus besoin. Ils apprirent que le navire avait été coulé par des avions américains. Ils n'apprirent souvent pas exactement où leur fils se trouvait lorsque le navire sombra, si le compartiment où il se trouvait s'était inondé rapidement ou lentement, si la fin avait été instantanée. Ce sont les détails que les familles veulent. Ce sont les détails que la mer, à 340 mètres de profondeur au large de la côte sud de Kyushu, garde depuis 80 ans. Yoshida ne faisait pas partie des silencieux permanents. Il faisait partie des hommes qui avaient choisi d'écrire parce qu'il avait décidé que le silence était lui-même une forme de perte, une seconde perte superposée à la première.
si les 3056 hommes qui avaient coulé avec le navire n'étaient rappelés que comme un chiffre de perte, s'ils devenaient un nombre dans une histoire navale plutôt que les personnes spécifiques qu'ils avaient réellement été, alors quelque chose leur avait été pris que la mer n'avait pas pris. Il ne pensait pas que c'était acceptable. Il commença son récit des années après la fin de la guerre, rassemblant les témoignages d'autres survivants par correspondance et lors de rencontres, reconstituant la séquence des événements selon plusieurs perspectives parce qu'aucun survivant unique n'avait une vue complète. Il le publia en 1952. Il devint le témoignage direct le plus important des dernières heures du Yamato qui existe. Il écrivit sur des hommes spécifiques. Il écrivit sur le sous-officier mécanicien qui pouvait diagnostiquer une panne de pompe au son qu'elle faisait. Il écrivit sur le signaleur qui pouvait lire des signaux de pavillon à des distances qui rendaient les autres guetteurs sceptiques. Il écrivit sur l'officier qui devait se marier en octobre et qui gardait la photo de sa fiancée dans un cadre sur son bureau et qui fut parmi les premiers tués lorsqu'une bombe frappa près de la superstructure avant au cours de la phase initiale de l'attaque. Il écrivit sur un jeune matelot d'Aomori qui n'avait jamais vu l'océan avant sa conscription, qui avait craint le mal de mer lors de ses premières semaines à bord, qu'il avait surmonté dès la 3e semaine, et qui était devenu, au moment où le navire appareilla vers le sud, un quart de garde compétent et fiable qui voulait, à la fin de la guerre, étudier l'ingénierie. Il écrivit sur ces hommes non pas comme des symboles, et non pas comme des abstractions, mais comme des personnes qui avaient existé, qui avaient eu des habitudes et des préférences et des avenirs spécifiques qu'ils ne vivraient à pas. Il écrivit sur eux de la façon qui ne peut être faite que par quelqu'un qui les connaissait, ce qui est à la fois la façon la plus simple et la plus importante d'écrire sur les morts. L'offensive kamikaze que le Yamato fut envoyé soutenir continua pendant encore 3 mois. Elle coula 26 navires américains et en endommagea plus de 400 autres. Elle tua près de 5000 marins américains et en blessa presque autant. Et elle ne fit aucune différence quant à l'issue. Okinawa tomba en juin. Les îles de la métropole étaient détruites systématiquement depuis les airs. Le Japon capitula en août. Le sacrifice du Yamato, le sacrifice des pilotes kamikazes, le sacrifice des 110 000 soldats japonais et des dizaines de milliers de civils d'Okinawa qui moururent en défendant cette île, rien de tout cela ne modifia le dénouement. Cela ne fit que modifier le coup pour arriver au dénouement, ce qui est une chose très différente. C'est le fait le plus difficile à tenir de l'histoire du Yamato. Pas l'échec tactique, qui est compréhensible et a été analysé de façon approfondie sur 80 ans. Pas le mauvais calcul stratégique, qui a commencé des années avant que le navire n'appareille et qui est maintenant bien compris. Le fait le plus difficile et plus simple et plus personnel, c'est que les hommes qui moururent sur le Yamato moururent dans une cause que les institutions qui les dirigeaient s'avaient déjà perdue, au service d'un objectif symbolique plutôt que stratégique, portant le poids de décisions prises par des personnes qui n'étaient pas sur le navire. Et ils portèrent tout ce poids avec professionnalisme, avec discipline et avec le soin spécifique pour les hommes, se tenant à côté d'eux, que les hommes de toutes les marines dans toutes les guerres ont montré quand la situation l'exigeait d'eux. Cette combinaison d'échecs institutionnels et de dignité individuelle n'est pas inhabituelle dans l'histoire de la guerre. C'est peut-être la chose la plus commune dans l'histoire de la guerre. Le Yamato la montre avec une clarté inhabituelle parce que l'échelle est si grande et la documentation si bonne, et parce que des hommes comme Mitsuru Yoshida ont choisi d'en écrire honnêtement plutôt que de la laisser à la mythologie. Il y a une tendance, lorsqu'on écrit sur des hommes qui sont morts dans des situations comme les dernières heures du Yamato, à résoudre l'histoire dans l'un de 2 cadres. Le premier cadre est l'héroïsme. Les hommes étaient courageux. Ils sont morts pour leur pays. Leur sacrifice était noble et significatif. La fin de l'histoire est l'honneur. Le deuxième cadre est la tragédie. Les hommes ont été trahis par leurs institutions. Leur mort était un gaspillage. Les personnes qui les ont envoyés portent le poids moral de ce qui s'est passé. Les 2 cadres sont satisfaisants en ce sens qu'ils fournissent une conclusion nette. Les 2 cadres sont incomplets. Les hommes du Yamato étaient courageux. Ils furent aussi envoyés dans une situation que les institutions qui les dirigeaient savaient ne pouvoir pas réussir. Leur sacrifice avait une signification symbolique. Il n'avait également aucune valeur stratégique. Ces choses sont simultanément vraies, et l'histoire les contient toutes à la fois. Et l'inconfort de tenir des vérités contradictoires simultanément n'est pas un problème à résoudre. C'est la description précise de ce qui s'est passé le 7 avril 1945 dans la mer de Chine orientale. Ce que nous devons aux hommes qui y moururent n'est pas un verdict net,
Ce que nous leur devons, c'est de l'attention. Le refus de laisser 3056 noms se réduire à un chiffre dans une analyse navale. La volonté de tenir la vérité spécifique que Katsumoto Sato était de Niigata et de nulle part ailleurs, qu'il avait une mer spécifique et un plaque minier spécifique dans une cour spécifique, qu'il connaissait les noms des hommes avec lesquels il travaillait côte à côte et le son que faisait le système de ventilation la nuit quand le port était tranquille. Cette spécificité est ce que la mer a pris. Le moins que nous puissions faire est d'en redonner une petite partie. L'amiral Ito, qui avait refusé la mission et l'avait acceptée et avait navigué vers le sud, fut retrouvé dans sa cabine de mer après que le navire eut chaviré. Il était en uniforme de cérémonie, portant ses décorations. Il n'était pas allé sur la passerelle dans les dernières minutes. Il avait écrit ses lettres et s'était habillé soigneusement et avait attendu. Il avait donné ses objections. Il avait été mis en minorité. Il avait ensuite accompli ce que sa culture et son service lui demandaient, avec un calme complet. Que ce calme doive être appelé courage ou quelque chose d'autre avec un nom plus sombre est une question qui appartient à chaque personne qui rencontre l'histoire. Le Yamato gît en 2 morceaux sur le fond de la mer de Chine orientale, à environ 340 mètres de profondeur, à environ 200 km au sud-ouest de la pointe sud de Kyushu. Il fut localisé en 1980 par une équipe d'exploration japonaise, utilisant un sonar à balayage latéral. La section avant est renversée, la section arrière est partiellement droite. Entre les 2 morceaux, répartis sur un champ de débris couvrant plusieurs kilomètres carrés, se trouvaient les objets qui étaient à l'intérieur du navire lorsqu'il coula. Des sections de tubes de batterie principales, des plaques de blindage, des composants de moteur, des jauges, des outils, des équipements personnels et les ossements de 3056 hommes pour lesquels la guerre se termina à 14h17, un dimanche après-midi d'avril 1945. Aucune opération de récupération n'a été menée. Le Japon a désigné le site comme sépulture de guerre officielle, ce qui signifie que l'épave et son contenu sont protégés de toute activité commerciale et que les hommes à l'intérieur sont considérés comme inhumés à l'endroit où ils reposent. Chaque avril, à la date anniversaire du naufrage ou aux alentours, des cérémonies commémoratives sont organisées au mémorial de Kure. Pendant des décennies, ces cérémonies furent suivies par des hommes qui avaient été là, qui pouvaient se lever et dire qu'ils avaient connu telle ou telle personne, qu'ils avaient été à tel ou tel poste ce jour-là. Un homme se souvenait peut-être du signaleur qui lisait les signaux de pavillon à des distances impossibles. Un autre se souvenait peut-être du sous-officier mécanicien qui diagnostiquait les problèmes de pompe au son seul. Ils se souvenaient de ces hommes de la façon spécifique dont les personnes qui ont servi aux côtés de quelqu'un s'en souviennent, par les détails qui rendent une personne irremplaçable plutôt que remplaçable. Le nombre d'hommes qui pouvaient faire cela diminua d'année en année. Le dernier survivant confirmé mourut au début de ce siècle. Le souvenir spécifique, celui qui ne peut être accompli que par quelqu'un qui était là, est terminé. Les témoins directs sont partis. Mitsuru Yoshida termina son récit par un passage sur lequel je suis revenu de nombreuses fois. Il décrivit le moment juste avant que le navire ne se retourne, lorsque la gîte avait atteint son angle final et que tous ceux qui étaient encore conscients comprenaient que les secondes restantes étaient très peu nombreuses. Il écrivit qu'il regarda le long du navire et vit ses camarades d'équipage, les hommes encore à leur poste sur les ponts ouverts, et ils étaient debout, sans bouger, sans appeler, debout à leur poste de la façon dont les hommes se tiennent lorsqu'ils ont décidé que c'est la dernière chose qu'ils feront et qu'ils entendent la faire correctement. Il écrivit qu'il ne comprenait pas cela à l'époque et passa le reste de sa vie à y réfléchir et ne fut jamais entièrement satisfait d'aucune explication qu'il trouva. Il écrivit « Je ne sais pas si ce que j'ai vu était du courage ou si c'était simplement ce que font les hommes lorsqu'il n'y a plus rien à choisir. Peut-être que ces 2 choses sont la même chose. Peut-être qu'elles ne le sont pas. Je n'ai pas trouvé la réponse et je ne suis plus certain de la chercher. Moi non plus. Ce que je sais, c'est que Katsumoto Sato avait 19 ans. Il était de Niigata. Son père réparait des filets de pêche et sa mère cultivait des plaques miniers, et il n'avait jamais combattu avant le 7 avril 1945. Et il se rendit à son poste ce matin-là, comme sa formation lui avait appris à le faire. Il fit fonctionner ses pompes et ferma ses vannes, et suivit ses protocoles, et fit tout ce que sa formation l'avait préparé à faire, jusqu'au point où les inondations devinrent quelque chose qu'aucune formation ne pouvait traiter. Il n'a pas failli à son devoir. Son devoir l'a failli, de la façon dont les devoirs faillissent parfois lorsqu'ils sont assignés par des institutions qui ont déjà fait leur comptabilité et trouvé les chiffres acceptables. La mer qui emporta le Yamato l'emporta avec lui, et l'eau au-dessus de cet endroit
est à 340 mètres de profondeur et est tranquille depuis 80 ans. Il mérite d'être rappelé par son nom, tout comme 3055 autres. Si vous regardez ceci et que votre famille porte un nom lié à la guerre du Pacifique, japonais ou américain ou australien, ou philippin ou n'importe lequel des autres, j'espère que quelque chose dans cette histoire vous a touché de la façon dont c'était voulu, non pas comme une leçon et non pas comme un verdict, mais comme le récit de vraies personnes, dans une vraie situation, lors d'un après-midi spécifique, en 1945, quand le plus grand navire jamais construit glissa sous la surface de la mer de Chine orientale, emportant des jeunes hommes qui n'avaient rien fait de mal sinon d'être nés à une époque particulière dans un pays particulier et d'avoir répondu quand leur pays les appela. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous et activez les notifications. Nous publions des documentaires comme celui-ci chaque semaine. Maintenant, regardez cette prochaine vidéo.